Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Bertrand Guignard, je suis pharmacien adjoint responsable d'unité de l'unité de pharmacie clinique générale aux hôpitaux universitaires de Genève. Et puis je vous présente aujourd'hui les problèmes reliés à la pharmacothérapie qui sont en lien avec les indications. On a une première partie théorique maintenant où on va aborder ces différents problèmes et puis on aura une partie pratique dans un deuxième temps, avec l'utilisation d'outils qui sont disponibles en ligne et qui peuvent identifier ces différents problèmes reliés à la pharmacothérapie en lien avec les indications. Donc comme pour les autres problèmes reliés à la pharmacothérapie, on travaille en général en 3 temps. Au début, on doit identifier les problèmes et là, on a parfois des logiciels justement qui peuvent nous aider. Ensuite, il faut en deuxième phase comprendre qu'est-ce que ces problèmes impliquent, quel est leur mécanisme, pour, en troisième phase, les gérer. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'on va gérer uniquement les problèmes reliés à la pharmacothérapie qui sont cliniquement pertinents pour les patients. Donc il y a dans ces 2 premières étapes quelque chose qui est assez universel, indépendamment du patient. Et puis pour la troisième phase, on doit engager en fait notre raisonnement clinique et puis confronter ces problèmes qu'on a détectés avec la réalité clinique du patient pour pouvoir décider si on intervient ou pas pour faire modifier par exemple une prescription. Donc les objectifs d'apprentissage, ça va d'abord être de pouvoir expliquer la notion d'indication et puis la manière dont les guidelines définissent les indications par rapport aux différentes pathologies et puis quelles sont leurs limites. On va ensuite illustrer les 3 différents types de problèmes reliés à la pharmacothérapie qui sont en lien avec les indications à l'aide d'exemples. Et puis enfin, on va voir comment on peut identifier les problèmes d'indication avec une recherche bibliographique à l'aide d'outils en ligne. Et ça va orienter en fait sur la deuxième partie qui sera pratique. Donc déjà, comment définir une indication thérapeutique? Alors il y a vraiment beaucoup de définitions qui existent dans la littérature scientifique et non scientifique. Et puis nous, on a décidé de choisir celle-là qui pour nous est relativement simple et illustre assez bien qu'est-ce que c'est qu'une indication? En fait, ça va être en lien avec l'attitude thérapeutique qu'on va avoir en présence d'une affection donnée. Par exemple, quelle est l'attitude thérapeutique qu'on doit avoir quand on est face à une embolie pulmonaire? Et puis, cette indication, elle va en fait être dépendante également du patient lui-même et puis de la forme de la maladie. Donc du patient lui-même, par exemple, on ne va pas traiter de la même façon avec les mêmes anticoagulants une embolie pulmonaire chez un patient qui a une fonction rénale normale versus un patient qui a une insuffisance rénale sévère. Et puis en fonction de la forme de la maladie, on ne va pas traiter non plus avec les mêmes médicaments une embolie pulmonaire de sévérité modérée versus une embolie pulmonaire très sévère avec, qui compromet vraiment la stabilité hémodynamique où là, on ne va pas se contenter d'utiliser un anticoagulant, en plus, il y aura une indication en fait à une thrombolyse avec un agent fibrinolytique. Là, c'était du point de vue de la pathologie. Si on se met maintenant, si on réfléchit aux indications du point de vue des médicaments, on va ici comparer 2 anticoagulants oraux qui sont assez fréquemment utilisés. On a d'un côté l'acénocumarol qui est un antivitamine K et puis qui est assez ancien. Et puis en face, on va mettre en face de ça le rivaroxaban, qui lui est un anticoagulant oral direct qui est de plus en plus, notamment en Suisse, utilisé aussi comme anticoagulant. Si on regarde les indications officielles qui ont été données par les fabricants dans les résumés des caractéristiques du produit, dans les RCP, on voit que du côté acénocumarol, on est assez simple, assez basique, assez succinct. Et puis du côté du rivaroxaban, on est beaucoup plus précis au niveau des indications qui sont reconnues.
Et ça, c'est lié en partie au fait que l'acénocoumarol est plus ancien et puis que la législation à l'époque exigeait probablement moins de détails dans ce qui est le descriptif des indications. Mais en pratique, on voit assez facilement que pour le rivaroxaban, si on a une thrombose veineuse profonde ou une embolie pulmonaire qui est avérée, donc une maladie thromboembolique veineuse avérée, ben, c'est tout à fait indiqué de traiter ça avec du rivaroxaban. On voit qu'on peut également traiter une fibrillation auriculaire où là, on va vouloir prévenir la formation d'emboles dans les cavités cardiaques qui pourront éventuellement se déplacer jusqu'au cerveau et provoquer un AVC. Donc, dans ces deux indications, en général des anticoagulants, elles sont reconnues pour le rivaroxaban. Et puis il y a une troisième indication que vous retrouvez tout en haut qui est une indication prophylactique des thromboses ou de la maladie thromboembolique veineuse en général chez des patients qui n'ont pas encore une maladie thromboembolique avérée, mais qui ont des facteurs de risque, typiquement une chirurgie orthopédique. Et si on compare avec l'acénocoumarol, on n'aura pas de possibilité d'utiliser l'acénocoumarol en prophylaxie, alors qu'on aura cette possibilité avec le rivaroxaban. Et à contrario, si on a maintenant une fibrillation auriculaire chez un patient qui a une maladie valvulaire, une valve prosthétique par exemple, là on ne pourra pas utiliser les rivaroxaban, mais on pourra utiliser l'acénocoumarol. Donc vraiment les indications vont dépendre aussi du médicament en question. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver dans la littérature assez basique, c'est-à-dire en général les résumés des caractéristiques du produit. On s'intéresse aussi aux indications qui nous sont données par des preuves qu'on va trouver dans la littérature, notamment dans des études cliniques. Et là, c'est peut-être un petit point aussi que je souhaitais faire sur la hiérarchisation des sources d'informations qu'on peut avoir dans la littérature. C'est aussi une opportunité de discuter ces aspects-là qui sont très importants en termes d'efficience pour quand on va rechercher une information dans la littérature. On a 5 niveaux de sources. Du niveau le plus bas, c'est-à-dire le niveau le plus vaste, en montant vers le niveau finalement le plus synthétisé. Et on va, quand on recherche une information, notamment sur l'indication d'un produit, est-ce qu'un médicament pourrait être utilisé ou non dans telle pathologie, et pour tel malade, et pour tel degré de sévérité par exemple d'une pathologie, on va utiliser cette pyramide et tout en bas, on aura en fait les études cliniques. Si vous allez par exemple regarder comment on traite une embolie pulmonaire, vous allez avoir des centaines, peut-être des milliers d'études cliniques qui ont comparé des anticoagulants entre eux, des doses d'anticoagulants avec d'autres doses, etc. En termes d'efficacité, de sécurité, et on va se noyer en fait dans cette littérature de base qu'on va trouver typiquement dans PubMed. Et c'est important d'aller vers des sources qui sont un petit peu plus synthétiques, et donc un niveau en dessus, on va avoir ce qu'on appelle des synthèses, c'est-à-dire des revues systématiques. On a des auteurs qui ont pris plusieurs de ces études cliniques, qui les ont mis ensemble et qui les ont en fait synthétisés sous la forme d'une revue systématique. Mais malgré ça, si on cherche embolie pulmonaire et anticoagulation, on va se retrouver avec beaucoup de revues systématiques éventuellement, et on devra augmenter encore d'un niveau de synthèse et puis aller vers des synopsis. On a des bases de données comme DARE ou bien IBM Reviews qui vont en fait résumer des revues systématiques et nous donner une information qui est encore plus synthétique. Et puis, à un niveau en dessus, on a des résumés, notamment des guidelines. Par exemple, la Société américaine de chirurgie, de médecine thoracique, donc c'est l'American Society of Chest Physicians, elle va vous résumer les études cliniques, les revues systématiques, éventuellement déjà des résumés evidence-based, pour vous faire en fait des guidelines qui seront un peu des recettes de cuisine sur comment est-ce qu'on traite une embolie pulmonaire en résumé par rapport à tout ce qui existe en dessous dans la littérature.
On a la base de données UpToDate aussi, qui est une base américaine, qui est très pratique, très résumée, et qui nous permet, en lisant une monographie de 3-4 pages, de se faire assez vite une bonne idée sur comment on traite une embolie pulmonaire. Et puis enfin, on a des systèmes qui sont encore plus synthétiques que ces résumés, et qui vont utiliser en fait ces résumés comme des aides à la décision. Et là, on a deux types d'outils que je vais vous présenter dans une deuxième vidéo. L'outil PIMCheck et l'outil StopStart, dans lesquels vous pouvez simplement, dans un logiciel, saisir la liste des pathologies du patient, la liste de ses médicaments, et le système, en fonction de toutes les informations qui sont plus bas dans la pyramide et qui ont été intégrées dans ces systèmes, grâce à ces informations, vont en fait vous faire des propositions d'optimisation de la pharmacothérapie, des médicaments à ajouter ou des médicaments à enlever. Donc là, on est à un niveau de synthèse encore plus élevé. Si on fait un petit focus maintenant sur les guidelines, là je vous ai mis une extraction des guidelines justement du CHEST, donc American Society of Chest Physicians, sur la prise en charge de l'embolie pulmonaire. Alors ça, c'est les guidelines 2014 qui ont certainement été déjà remises à jour depuis, mais bon, c'est une vieille diapositive. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on crée en fait ces guidelines. On va, les groupes de travail qui sont en fait un panel d'experts vont synthétiser toutes les preuves qu'ils vont trouver dans la littérature, et puis à la fin, il y aura peut-être des données contradictoires, des données qui sont pas forcément utiles à partager dans ces recommandations parce que trop spécifiques. Tout ceci va être trié et puis à la fin, le panel d'experts va trancher en disant notre proposition, notre recommandation, c'est de traiter typiquement les embolies pulmonaires chez des patients insuffisants rénaux, plutôt avec des antivitamines K qu'avec des anticoagulants oraux directs. Ça, on retrouve ici, c'est écrit tout petit, quelques exemples de propositions qui sont faites dans ces guidelines. On voit que quand on veut prévenir justement une maladie thromboembolique veineuse chez un patient qui a un cancer, on va plutôt utiliser les héparines à bas poids moléculaire parce qu'elles ont montré plus d'efficacité dans la littérature, où il y a plus de preuves qui ont été récoltées. Si maintenant on sait que le patient, qu'on doit éviter en fait chez le patient une thérapie parentérale, eh bien on va pouvoir se tourner vers les anticoagulants oraux directs comme le rivaroxaban ou l'apixaban. Si maintenant on a un patient qui a une insuffisance hépatique, eh ben on va préférer en fait les héparines à bas poids moléculaire, etc. Donc, ça nous aide aussi à moduler en fait le choix du médicament pour une indication donnée en fonction aussi du contexte du patient. Ça, c'est ce que je vous ai dit dans la définition du début. Ce qui est important aussi de retenir, c'est que ces guidelines vont recommander parfois plus qu'un médicament pour une pathologie. On a l'exemple assez bien connu de l'infarctus, où un patient qui fait un infarctus, d'emblée, devrait avoir ces 4 classes thérapeutiques qui sont prescrites, à savoir un médicament antithrombotique, dans presque tous les cas, ça va être de l'aspirine, un bêta-bloquant, un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine ou des molécules équivalentes comme par exemple les antagonistes des récepteurs à l'angiotensine, les ARTAN. Et puis également en 4e position, une statine. Donc un patient qui fait un infarctus va avoir normalement d'emblée ces 4 médicaments qui sont indiqués. Là, je vous ai mis quelques détails que les guidelines pourront nous apporter en termes de posologie, en termes de vitesse de titration, en termes de profil du patient qui aurait le meilleur bénéfice d'une ou l'autre de ces classes. Et puis, en fait, ça nous amène vers un caveat, quelque chose auquel on doit faire attention, c'est que ces guidelines sont établis sur des populations standards et souvent, il y a une mauvaise représentation dans ces études cliniques qui vont en fait générer ces indications. Il y a une moins bonne représentation de certaines populations
assez spécifiques. Typiquement les patients âgés ou très âgés, les femmes enceintes, les enfants, encore plus les enfants nouveau-nés. Donc on a très peu de données en fait evidence-based avec ces populations-là et on ne peut pas toujours extrapoler ce qui va nous être apporté dans ces études cliniques et dans ces guidelines, même s'il y a l'indication, on ne pourra pas toujours l'extrapoler à ces populations spécifiques où là, l'expérience clinique elle va jouer un rôle beaucoup plus important. Et puis, il faut distinguer aussi des guidelines américaines, des guidelines européennes, qui ne sont pas toujours d'accord entre elles. Et puis, c'est toujours comme ça en médecine, il n'y a jamais une vérité vraie. Et puis, ces vérités, elles évoluent avec le temps en fonction des études cliniques. Donc, il faut aussi rester prudent par rapport à ce qu'on va lire une fois dans une guideline. Ça va être intéressant de comparer aussi avec d'autres guidelines pour se faire une idée un peu plus globale. Et puis, ce qui est très important comme caveat aussi, c'est le risque de cumul de médicaments quand on applique ces guidelines à la lettre, notamment chez les patients qui sont polymorbides, et en particulier les patients âgés, parce qu'ils ont plusieurs pathologies qui chacune va justifier en fait l'utilisation d'un panel de médicaments, et ces médicaments vont se cumuler les uns avec les autres. On arrive ensuite vers ce qu'on appelle la polymédication, qui, même s'il y a des bénéfices qui sont spécifiques pour chaque classe et pour chaque pathologie, on va avoir à la fin un effet qui ne sera pas forcément celui escompté parce qu'on va se retrouver avec des interactions ou des effets indésirables médicamenteux, notamment chez les patients justement plus fragiles, plus âgés, qui ont une homéostasie un peu moins bonne et puis qui sont moins capables de supporter en fait d'éventuels effets indésirables de ces médicaments. Donc les problèmes d'indication, on est en plein dans le cœur du sujet, on en a identifié 3. Donc il y a ce qu'on appelle les surprescriptions, on a ce qu'on appelle les mauvaises prescriptions et on a ce qu'on appelle les sous-prescriptions. Donc over, miss and under prescribing, c'est vraiment 3 problèmes reliés à la pharmacothérapie qu'il va falloir identifier quand on fait une analyse d'un profil pharmacologique d'un patient. Donc par exemple, tout ce qui est surprescription, on va avoir des médicaments qui, par exemple, n'ont pas d'indication valable. Si je prends l'exemple des inhibiteurs de la pompe à protons, c'est l'exemple qu'on retrouve le plus souvent. Ils sont introduits normalement pour prévenir un risque d'ulcère, soit parce qu'on a un patient qui était aux soins intensifs et qui a été intubé, soit parce qu'un patient a reçu une double antiagrégation plaquettaire ou parce qu'un patient reçoit des anti-inflammatoires. On va essayer de protéger son estomac avec un inhibiteur de la pompe à protons. Et quand la raison de prescription de cet inhibiteur de la pompe à protons n'existe plus, le patient est sorti des soins intensifs ou on a arrêté sa double antiagrégation ou son anti-inflammatoire. Parfois, on oublie d'arrêter l'inhibiteur de la pompe à protons et c'est un médicament qui reste parfois des années dans le profil d'un patient sans indication valable. Parfois, il y a des médicaments avec des efficacités qui ne sont pas prouvées. On a typiquement alors des médicaments qu'on retrouvera parfois chez les sujets âgés comme le ginkgo biloba qui est supposé améliorer la mémoire. C'est quelque chose qui est insuffisamment prouvé et puis qui met le patient à risque d'effets indésirables, notamment risque de saignement, s'il y a d'autres médicaments qui font saigner en même temps par exemple. Un autre exemple, l'aspirine à dose antiagrégante qui était donnée un temps à tous les patients de plus de 50 ans. On sait maintenant que finalement on n'a pas vraiment de bénéfices prouvés chez des patients qui n'ont pas fait un événement cardiovasculaire ou cérébrovasculaire. Et en face de ça, on a un risque hémorragique qui n'est pas négligeable. Donc ça, on a vraiment un exemple ici d'efficacité non prouvée. Il y a des médicaments qui sont tout bonnement contre-indiqués, par exemple le diltiazem chez un patient qui a une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ABC. On sait que ça aggrave cette pathologie, c'est un médicament contre-indiqué. Et puis on a également des médicaments doublons qui sont parfois des médicaments soit de même classe thérapeutique, soit avec des effets très similaires et où on n'a pas de bénéfice de donner les deux en même temps. Par exemple, donner un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, un IECA, en même temps qu'un antagoniste des récepteurs à l'angiotensine, donc un Zartan. Un IECA et un Zartan en même temps, on agit sur la même voie et on n'a pas de bénéfice, avec un risque par contre d'effets secondaires cumulés, typiquement l'hyperkaliémie.
Donc ça, c'est des médicaments qui sont surprescrits et qu'il va falloir détecter pour pouvoir proposer aux médecins de les arrêter. Comment est-ce qu'on fait pour nous aider là-dedans? C'est un peu des règles de bon sens pour éviter la surprescription. Il faut toujours faire un pas en arrière et puis se dire oui, alors on a tous ces médicaments qui avaient un sens à un moment donné, mais est-ce que ce médicament, il a toujours du sens? Et la première règle, c'est d'éviter d'exposer le patient à un risque médicamenteux sans arguments qui sont solides. Donc il faut qu'on ait une vraie indication plutôt que de donner un médicament comme ça à l'aveugle. Quand on décide de donner un médicament sur une période limitée, il faut prévoir à l'avance la date où on va l'arrêter et puis comment on va l'arrêter. Il y a des médicaments qui s'arrêtent du jour au lendemain, il y en a d'autres pour lesquels il faut faire un sevrage progressif. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être aussi anticipé et ça permet d'éviter les reconduites éternelles. Même si on a décidé d'arrêter un médicament et puis qu'on n'a pas prévu comment l'arrêter et qu'on l'arrête d'un coup et que le patient a tout d'un coup une recrudescence importante des symptômes, lui-même n'aura plus jamais envie d'arrêter ce médicament, alors que finalement, c'est parce qu'on n'a simplement pas bien réussi cette étape de déprescription avec un sevrage progressif qui n'a pas été fait. Et puis, c'est essentiel de toujours se reposer la question à chaque opportunité. L'hospitalisation peut être une opportunité, se reposer la question de est-ce que ce traitement est toujours d'actualité, est-ce qu'il est toujours pertinent, est-ce qu'il a toujours un sens? Alors un exemple de surprescription, on va l'avoir dans ce qu'on appelle la cascade médicamenteuse. Ça, c'est un exemple que j'ai voulu vous donner. Typiquement, on introduit un médicament pour une bonne raison, il génère un effet indésirable et puis ensuite, plutôt que d'identifier cet effet indésirable comme relié à ce médicament et qu'on adapte la dose ou qu'on change de médicament, on va considérer cet effet indésirable comme une nouvelle pathologie qui aura une nouvelle indication pour un nouveau médicament et on va prescrire un deuxième médicament. Là, on a un exemple assez classique d'un patient qui a une douleur, chez qui on met de la morphine. Et puis cette morphine, on sait bien que, surtout en début de traitement, ça provoque des nausées. On va introduire un antiémétique comme du méthoclopramide. Ce patient, s'il est âgé, il est plus sensible aux effets extrapyramidaux du méthoclopramide. Et puis on va avoir justement des symptômes de type rigidité, roue dentée, que éventuellement on pourrait prendre à tort pour une maladie de Parkinson et on va introduire de la lévodopa. À côté de ça, on peut avoir aussi un patient qui a une dépression ou le même patient qui a une dépression chez qui on met de la venlafaxine et puis il a reçu en même temps un INS pour ses douleurs. Et on va avoir, à cause de ces deux médicaments-là, une augmentation de la tension artérielle qu'on va prendre faussement pour une hypertension artérielle essentielle. Et on va vouloir la traiter avec des antihypertenseurs, par exemple un IECA, éventuellement un diurétique. Et puis tout ceci, IECA, diurétique, INS, éventuellement déshydratation l'été avec une grosse chaleur, eh bien, on va avoir une chute de la fonction rénale qui va être prise en fait pour une insuffisance rénale aiguë. Donc, en résumé, pour l'arrêt d'un médicament, un médicament qui serait surprescrit, un overprescribing, il faut le faire quand on n'a pas de données probantes sur l'efficacité, quand on n'a pas d'indication claire, quand il y a une duplication thérapeutique, quand on a des effets indésirables qui vont surpasser les bénéfices, quand un médicament est considéré comme inapproprié, voire contre-indiqué pour un patient, quand on n'atteint pas les résultats thérapeutiques qu'on attendait, ça veut dire que le médicament ne sert à rien, quand on est en présence d'une cascade médicamenteuse ou même si le patient n'est pas adhérent à son traitement. C'est clair qu'on peut travailler sur l'adhésion thérapeutique du patient, mais c'est parfois plus facile si un patient ne supporte pas bien un médicament ou a peur d'un médicament, de simplement changer de médicament. C'est quand même le patient à la fin qui va décider s'il prend ou non son traitement et il faut vraiment tenir compte aussi de cette dimension, c'est absolument essentiel. Le deuxième exemple qui est celui des mauvaises prescriptions. Là-dedans, on va avoir surtout les médicaments qui ne sont pas choisis de manière optimale. On a en fait une alternative thérapeutique qui serait meilleure. Par exemple, on a un patient diabétique qui a comme antihypertenseur de l'amlodipine. L'amlodipine, ça diminue la tension artérielle et c'est tout.
donc c'est déjà pas mal. Mais en changeant pour un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, un IECA, on aura en plus un bénéfice en fait sur le risque de développement d'une éventuelle néphropathie diabétique parce que les IECA sont néphroprotecteurs, ce que l'amlodipine, un inhibiteur calcique, n'est pas. Donc ça peut être une proposition aussi intéressante de faire changer l'amlodipine pour un IECA chez un patient diabétique qui reçoit ça pour une hypertension. Avec un médicament, on arrive à traiter 2 problèmes, c'est toujours plus intéressant. Et puis, on peut avoir aussi des problèmes de modalité d'administration. Un patient qui a des troubles de la déglutition, typiquement, à qui on donne des comprimés à avaler alors qu'il existe des comprimés oraux dispersibles, ça peut être aussi une mauvaise prescription dans le sens où on a une alternative qui serait plus facile pour le patient. En fait, là-dedans, on est vraiment dans le faire encore mieux. C'est-à-dire qu'on fait déjà quelque chose de pas mal, mais on n'est pas face à une contre-indication. On a un médicament qui est a priori quand même efficace, mais on a quelque chose qui est meilleur, soit une alternative plus efficace, soit une alternative qui est plus sûre, qui ferait moins d'effets indésirables, soit une alternative qui est plus compatible avec le contexte du patient. Typiquement, il y a des médicaments qui sont des meilleurs choix chez le sujet âgé. On peut avoir des médicaments qui auront un bénéfice sur une autre pathologie. On fait d'une pierre deux coups. C'était l'exemple de l'IECA versus l'inhibiteur calcique pour pouvoir traiter aussi, prévenir aussi la néphropathie diabétique. Et puis, on a des fois des formes galéniques qui sont plus adaptées. Et puis enfin, le dernier type de problème relié à la pharmacothérapie qui est en lien avec une indication, c'est la sous-prescription. Le under-prescribing, c'est quelque chose dont on ne parle pas encore beaucoup. Ça peut être des médicaments qui sont indiqués mais qui ne sont pas prescrits. Par exemple, une aspirine à dose antiagrégante qui n'est pas prescrite alors que le patient a fait un infarctus il y a 3 ans. C'est normalement quelque chose qui se donne pour tout le reste de la vie parce qu'on a ce risque accru de refaire de nouveau un infarctus ou de faire un problème ailleurs, typiquement un accident vasculaire cérébral. Et donc on a toutes les recommandations aujourd'hui sont d'accord pour qu'on introduise en fait une aspirine à vie chez ces patients-là. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle l'inertie thérapeutique, c'est-à-dire qu'on a 4 médicaments qui sont essentiels dans une pathologie et puis on va en prescrire que 2. Et on ne va pas vouloir prescrire les 2 autres en se disant, par exemple, le patient est âgé et il va forcément faire des effets indésirables sur ces 2 autres médicaments. Donc on renonce en fait à faire le maximum pour ce patient. Donc ça va être intéressant aussi de se poser la question de toutes les perspectives en fait, du patient et de son contexte. Quelle est son espérance de vie? Est-ce que c'est un patient qui a encore une indépendance qui est préservée? Est-ce que c'est un patient qui est encore assez fit et puis qui va pouvoir supporter en fait ces médicaments versus un patient très fragile qui va faire beaucoup d'effets indésirables et où là, effectivement, on va devoir être plutôt conservateur et choisir les combats qu'on veut mener et ne pas traiter d'emblée toutes les pathologies du patient. Ça va vraiment... En fait, c'est un peu un contrebalancier par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure dans l'overprescribing, où on a des patients fragiles qui reçoivent du coup trop de médicaments, même si chaque médicament isolément est indiqué. Mais on a un tri à faire parce que ces patients-là sont fragiles et polymédiqués. Puis on a aussi des patients qui sont âgés, mais qui sont encore en bonne forme physique et qui pourraient avoir des bénéfices sans avoir trop de risques d'avoir des médicaments en plus. Donc c'est le risque vraiment de l'agisme, c'est-à-dire de ces préjugés, ces idées reçues qu'on peut avoir chez les sujets âgés. On doit aussi les combattre pour trouver un bon équilibre entre cette surprescription et cette sous-prescription.
Donc là, c'est des chiffres qui sont assez intéressants, qui nous viennent d'une étude qui a été faite en Belgique, qui nous montre que 72% des patients qui ont une ostéoporose ne reçoivent pas de traitement, 40% des patients qui ont une fibrillation auriculaire ne reçoivent pas d'anticoagulants, 42% des patients qui ont une cardiopathie ischémique, voire qui ont fait un infarctus, ne reçoivent pas d'aspirine, et puis 42% de patients avec une insuffisance cardiaque ne reçoivent pas d'IECA. Donc ces chiffres-là sont aussi intéressants et nous montrent que oui, c'est très important aujourd'hui d'aller dans la déprescription, mais on doit aussi prendre en compte des médicaments qui pourraient éventuellement manquer et combattre cette inertie thérapeutique. D'ailleurs, dans les guidelines et les définitions internationales qu'on a autour de la pharmacothérapie, on parle aussi maintenant de prescription inappropriée quand des médicaments manquent, parce que c'est une prescription qui est inappropriée parce qu'elle n'a pas été faite. Donc pour conclure sur cette première partie, je vous mets déjà un peu d'avance quelques idées en fait de sources d'informations dans lesquelles vous pourriez trouver des infos en lien avec l'indication et les médicaments, pour quel type de patient, pour quel type de pathologie, quel niveau de sévérité des pathologies. Alors évidemment qu'on trouvera toujours des informations dans les RCP, mais ça reste quelque chose qui est très influencé par les fabricants. C'est ce qu'ils ont mis en fait dans le dossier du médicament qu'ils ont fait enregistrer auprès de l'autorité compétente. Et parfois, il nous manque des informations sur typiquement l'utilisation off-label de médicaments, c'est-à-dire hors des indications, mais où on a quand même de la littérature et des guidelines qui nous recommandent d'utiliser ces médicaments dans un contexte donné. Donc pour aller un peu plus loin que le RCP, on peut aller dans, par exemple, Lexicomp, qui est une base de données un peu plus complète que vous retrouvez sur ce site, mais c'est une base de données qui est payante et ça ne va pas être possible probablement pour tous les hôpitaux d'être abonnés. Idem pour UpToDate, qui fait un lien direct sur ces monographies de Lexicomp pour tout ce qui est lié aux médicaments. On a les guidelines qu'on trouve dans la littérature. Beaucoup de ces guidelines sont avec un accès libre. Par exemple, les guidelines de la Société européenne de cardiologie, l'ESC, sont remises à jour extrêmement souvent et puis sont libres d'accès. Et puis on aura toujours PubMed, mais comme je vous ai montré la pyramide tout à l'heure, on est tout en bas de la pyramide et on va avoir vraiment des données qui sont extrêmement vastes et dans lesquelles on risque en fait de se perdre. Il y a deux outils en ligne qui sont tout en haut de la pyramide, qui sont vraiment en fait ces systèmes d'aide à la décision. C'est StopStart qui a été le premier à être mis en place de manière aussi structurée et qui est disponible maintenant gratuitement avec une application en ligne. StopStart est plutôt orienté pour des patients gériatriques, donc on va être beaucoup dans la déprescription, ça va beaucoup identifier tout ce qui est overprescribing. Et il y a beaucoup de critères stop en fait pour arrêter des médicaments, quelques critères start pour en initier quand on est en inertie thérapeutique. Et puis on a un deuxième outil qui s'appelle PIMCheck, qui est un outil qu'on a développé nous au HUG il y a quelques années, qui lui est plus destiné à des patients d'âge moyen. Donc c'est quand même des patients qui sont polymorbides, polymédiqués. On va avoir quand même plusieurs médicaments et on va avoir besoin d'un outil en fait pour nous aider à identifier tous ces problèmes d'indication. Mais on aura pour le coup plus de critères START parce qu'on sera beaucoup plus interventionniste, maximaliste dans la prise en charge médicamenteuse du fait de l'espérance de vie plus longue de ces patients et du fait qu'ils ont une homéostasie qui est quand même un peu plus performante pour les aider en fait à éventuellement supporter des effets indésirables médicamenteux, ce qui est moins le cas chez les sujets âgés. Voilà, donc on se retrouve dans une partie 2 où je vais vous montrer comment utiliser ces deux outils en pratique et puis je vous remercie pour votre attention.